Tov, bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Shlomo HaMelech. On a parlé de Shlomo HaMelech, le fils de David, et on avait parlé que Shlomo HaMelech, il avait demandé à Hachem, Hachem, il était venu en rêve à Shlomo, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ok, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Lui, il a dit, je veux un costume couple, mais Shlomo HaMelech, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il a dit, je veux de la chokhmah, de l'intelligence. Hachem, il a dit, ah, tu veux de la sagesse? Eh ben, tu auras de la sagesse, et tu auras de la richesse, et du kavod, tout ce que tu veux. On sait que la sagesse de Shlomo, elle a dépassé, elle est arrivée, comme j'ai dit la semaine dernière, elle est arrivée à un degré presque de 50, presque au degré que Moshe Rabbeinu il a eu. Il est arrivé au summum de la sagesse. Il a réussi, Shlomo HaMelech, à être roi sur les démons, sur les animaux, et il voulait être le roi de tout le monde. Après, on va raconter l'histoire de la reine de Saba. Ouais. Mais après on va commencer je veux juste vous montrer quelques exemples. C'était quoi les jugements qu'il avait Shlomo HaMelech? Premier jugement, c'est comme on avait parlé de l'histoire des deux femmes là. Deux femmes, ils ont accouché à peu près en même temps. Et quand ils sont allés dormir, il y a un bébé qui est mort. Celle que son bébé il est mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était dans la chambre de sa copine que son bébé n'était pas mort. Elle a pris le bébé, elle a échangé, ni vu ni connu. La femme qui se réveille, elle sent l'instinct maternel, elle sent que c'est pas son fils. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va de suite chez Shlomo HaMelech, elle convoque la femme. Shlomo HaMelech, regarde, elle m'a piqué mon fils. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En Shlomo HaMelech, il avait le roi HaKodesh, mais à part ça, la sagesse. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attendez, maintenant tout le monde était là, tout le monde était présent pour voir qu'est-ce que Shlomo HaMelech, c'est un petit jeune encore, hein, Shlomo HaMelech. Comment il va juger? Shlomo HaMelech, il dit, amenez-vous. Alors c'est quoi l'histoire? Il raconte, tac, tac. Bon, vous savez quoi? Amenez un sabre. Un sabre. Je vois que chacun veut le bébé. Moi, je ne sais pas qui. On va prendre un sabre, on va le fendre en deux. Et tu vois pas que les gens, ils commencent à parler. Ça y est, un nouveau fatigué est devenu roi. Un petit jeune qui commence à faire le malade. Un sabre. Non seulement, là, il pleure qu'un enfant, il est mort. Maintenant, lui, il veut tuer le deuxième, quoi. C'est quoi la chokhmah? Il arrive, il prend le sabre, il s'apprête pour le séparer en deux. Et d'un coup, une des mamans, elle crie, non, 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 surtout pas, vous savez quoi? Ne le tue pas, c'est pas grave. Donne-lui à cette femme-là, mais ne le tue pas. Shlomo HaMelech, il a dit, vous voyez, j'ai même pas besoin de vous expliquer. C'est qui la maman? C'est qui la maman? C'est celle-là. Parce que la maman, à son instinct, elle veut pas que son enfant, on veut pas qu'on tue son enfant. Après maintenant, ça va pas être son enfant, c'est vrai que ça va être dur. Mais peut-être une fois, elle va le récupérer. Mais en attendant, son enfant, il n'est pas mort. Alors que l'autre qui a volé, elle a rien à faire. Elle a dit, bah oui, coupez-le. Ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, écoutez la deuxième histoire. C'était une personne qui était immensément riche, il avait un fils unique. Et le fils unique, il est rentré dans les affaires, et il avait aussi un serviteur. Il est rentré dans le business, et il voyageait, le fils unique, il voyageait en Chine. Et il partait pour 6 mois. Et voilà que le dernier voyage, quand il est parti en Chine, bon avant il y avait moins de téléphone et tout ça, ça prenait longtemps le chemin, voilà que le père, qui était très riche, il se sentit mal. Il se sentit très 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 mal. Il a dit à son serviteur, toi je te fais confiance, regarde, mon fils il n'est pas là, il n'est pas présent, là je veux mourir, et je veux que je t'occupe de tous mes biens, je fais que mon fils y revienne, et il reprenne toute l'affaire de papa, et tous les biens, et tout l'héritage, etc. Ok? Vous savez tous bien que, ouais, l'héritage fait toujours les embrouilles, ok? Mais là, dans ce cas-là, il a dit, ok, vous savez quoi? Le serviteur, il a dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'il est mort, le serviteur, il a commencé à faire le patron. Il a dit, voilà, tout celui qui le dérangeait depuis maintenant, il a envoyé paître, il a sorti du palais, il a commencé à prendre vraiment le contrôle de toutes les affaires, tout le business, tous les comptes en Suisse, tac, tac, tac. Et voilà que le fils, enfin, il arrive. Et quand le fils, il arrive, même le serviteur, il s'énerve sur ce... Qu'est-ce que tu veux là? Allez, barre-toi, c'est même pas toi. Tout l'argent, elle est à moi, elle aime pas toi. Allez, barre. Et le fils, il a eu peur, quoi. Il a dit, je comprends pas. C'est notre serviteur, mais il est devenu presque le patron. Mon père, il est mort, alors quoi? Il a pris tout le... Ils sont allés chez Shlomo HaMelech.
Personne ne savait qui était le fils, qui n'était pas le fils. Ouais, ils ont perdu contact. Shlomo Amelech, il dit, regarde, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez au cimetière de votre père. Chacun vous dit que c'est votre père. Vous allez au cimetière et vous allez sortir de la tombe un os. Ok? Donc déjà, ils arrivent. Ils vont devant la tombe et le fils, il dit, moi, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas faire ça à mon père. Je peux pas. Tant pis, c'est que de l'argent. Tant pis, je suis prêt à perdre tout mon argent, mais je ne peux pas faire ça. Et le serviteur, lui, il sort sans problème un os et il amène à Shlomo. Donc déjà, Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il a compris? C'est qui le fils? Celui qui n'a pas pris. Le Shlomo Amelech, il voulait prouver à tout le monde. Regardez, je vais vous prouver une autre preuve que ce n'est pas le fils. Il a dit maintenant, regarde, les deux, vous allez faire une prise de sang. Toi, vous deux, vous allez faire une prise de sang. Et après, on va tremper l'os dans le sang. Donc le serviteur qui disait que c'était le fils, quand il a fait la prise de sang, ils ont pris l'os, ils l'ont trempé, il est resté blanc. Quand ils ont pris l'os, ils ont trempé dans le sang du fils, là il est devenu rouge. Ah, là tout le monde a compris, vous avez vu? Vraiment vrai ça? Ouais. Que des contrats Je sais pas, quelqu'un que je me l'air. Plein de trucs comme ça. Troisième histoire, c'est quoi? La troisième histoire que Shlomo Amelech, un jugement, c'est trois personnes frais. Ils arrivent Erev Shabbat à Beit-Vegan, ok? Et ils ont une tonne d'argent sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit maintenant, on est trois, regarde, on va mettre dans une cachette l'argent, ok? Il n'y a que nous trois qu'on est au courant. Ok? Motzei Shabbat, on récupère tout l'argent. Et bien sûr, ils arrivent Motzei Shabbat et il n'y a plus d'argent. Il y a des œufs à la place, il n'y a plus d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui a pris l'argent? C'est sûr qu'un des trois a pris l'argent. Qui des trois? Ils vont devant Shlomo Amelech. Shlomo Amelech dit, ah, eh ben avant de vous donner la réponse, justement, je vais vous demander un conseil. Shlomo Amelech dit, voilà, je vais vous raconter une histoire et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Il y avait une fois une jeune fille et un jeune garçon. Ouais, ils sont connus depuis le jeune âge et tout ça, et c'était très copains et copines. Et voilà qu'ils sont promis que quand ils allaient grandir, ils allaient se marier ensemble. Ils se sont fait un pacte ensemble, que quand ils vont grandir, ils vont se marier ensemble. Tu entends? Et voilà qu'arrive l'âge du mariage, la fille, elle a évolué plus que le garçon, et elle décide de changer un peu de cap et de trouver un autre Hatan. Et voilà que maintenant, comme elle avait fait un pacte avec son copain, qu'ils allaient se marier ensemble, elle va chez son copain avec une somme d'argent. Elle dit, regarde, je te donne cet argent-là, mais libère-moi de notre pacte. Parce que en fin de compte, j'ai décidé de me marier avec quelqu'un d'autre. C'est un peu vexant pour le garçon. Mais bon, le garçon, il dit, non, j'apprécie ton honnêteté, j'apprécie comment tu es honnête, comment tu es gentil, ouais. Je comprends que tu as trouvé quelqu'un de mieux que moi, et j'ai pas besoin de ton argent. C'est pas l'argent qui va me... Comme tu es venu, si tu t'étais marié sans m'avertir, ça, j'aurais pas aimé. Mais là que tu es venu m'avertir, tu m'as donné la permission, il n'y a aucun problème, et l'argent, je ne la prends pas. Dans le chemin du retour, tu vois pas qu'il y a des brigands qui sautent sur la jeune fille et qui lui prennent l'argent qu'elle avait, qui aurait dû être à son copain, à son mari, enfin à son copain. Et en plus, le chef des brigands, il a commencé à vouloir lui faire du mal. Ok? Et quand elle a voulu... alors la fille, elle a commencé à crier, à pleurer, elle a dit, écoute, monsieur, vous savez cet argent-là, c'est à qui? Cet argent, elle aurait dû revenir... Cet argent, elle aurait dû venir à qui? Elle aurait dû revenir à monsieur... à mon copain, qui aurait dû être mon mari, et lui, il a renoncé, et déjà, tu me le prends, et maintenant aussi, non seulement tu me le prends, mais tu vas me faire des bêtises, tu vas me violer. Alors, le chef des brigands, il a dit, ok, tu as raison, il a rendu l'argent, il a dit, je m'excuse, excuse-moi, c'est honteux ce que j'ai fait, et il a laissé partir. Le roi Shlomo, il a demandé aux trois personnes qui étaient à Beit-Vegan, qu'est-ce que vous en pensez? C'est qui a fait l'acte le plus joli? Est-ce que c'est la fille qui allait demander la permission? Est-ce que c'est le khatan qui a renoncé à l'argent? Ou bien est-ce que le voleur qui a renoncé à l'argent? Alors le premier, il a dit c'est la fille, l'autre, il a dit c'est le garçon, et le troisième, il a dit
C'est le voleur. Elle dit, ah, c'est le voleur, c'est toi qui aimes l'argent. C'est toi qui aimes l'argent. Tu parles que d'argent, il n'y a que l'argent qui t'intéresse. C'est quoi? Monsieur, c'est toi qui as volé, rends l'argent. Ils l'ont frappé et je crois qu'il a rendu tout l'argent. Quatrième histoire, et je finis. Quatrième histoire, c'est l'histoire avec du serpent. Shlomo Améler, il y a une histoire comme ça. Bon, il faut comprendre c'est quoi cette histoire. Hein. Shlomo Améler, il y avait un monsieur qui se promenait dans la forêt et d'un coup, il y a un serpent il rencontre un serpent. Le serpent, et le monsieur, il avait du lait. Il avait du lait. Et le serpent, il avait très soif. Et le serpent, il dit, regarde, si tu me donnes à boire, je te dévoiler où il est le secret. Où il est le coffre-fort. Il y a un coffre-fort avec plein d'argent. Si tu me donnes à boire, je te dirai, voilà, moi je suis un serpent, je vais sous la terre un peu, je sais où il y a un coffre-fort, et tu vas toucher le gros lot. Le monsieur, il a dit, il n'y a pas de problème, il lui a donné le lait, et le serpent, il l'amène vers le coffre-fort. Le monsieur, il commence à creuser, il trouve le coffre-fort, il est tout content et tout. D'un coup, le serpent, il lui saute dessus, il lui entoure la tête. Alors le monsieur, il dit, qu'est-ce que tu me fais là maintenant? Ben, il a écrit, Veu yeshefenu akev. Le serpent, il a écrit qu'il va venir par le talon. C'est un trait, tu vois. Donc je vais te tuer maintenant. C'est une clala, je vais te tuer. Alors le monsieur, il a dit, ah, attends, viens, on va chez Shlomo Améler. Bon, il faut comprendre. Hein. Ils sont allés chez Shlomo Améler. Shlomo Améler, il dit au serpent, d'abord, si tu veux me parler, tu descends de sa tête. Ok? Alors le serpent, chacun dit son truc. Ouais, voilà, je vais donner du lait. En contrepartie, il me donne un coffre-fort. Maintenant, il veut me tuer. Shlomo Améler, il dit, regarde, la klala, c'est vrai que toi, tu as le droit de venir par le talon, mais il y a écrit que l'homme, il va venir, il va le frapper sur la tête. Donc il a dit à l'homme, vite, frappe le serpent sur la tête et tue-le. Et ce qu'il a fait, il a tué, et c'est fini comme ça. Bon, plein d'histoires comme ça, que Shlomo Améler, il a montré. Et le plus, c'est avec la reine de Saba. On voit comment son jugement, son jugement, il était clair et avec une sagesse infinie. Par exemple, quand je rentre dans la paracha et je ressors après, dans la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, il y a écrit Ve'ele à Mishpatim. C'est quoi le Ve'ele? C'est quoi un Vav? Dans le Ulpan, on apprend le Vav, ça s'appelle le Vav à Chibour. C'est le Vav qui rattache. Ouais? Ve'ele à Mishpatim, le Vav, toujours, il rattache. Qu'est-ce que il rattache? Rachid dit, de même que les 10 commandements, ils étaient dits au Sinaï, même ces lois, ils étaient dites au Sinaï. Tout le monde demande, Rudy, ça veut dire quoi, les lois, ils étaient dues au Sinaï? Et quoi, tu pensais que ces lois, ils étaient dus au quoi? Ils étaient dus au stade de Vélodrome? C'est normal qu'ils étaient dus au... Alors ils disent les commentaires, non. Parce qu'il y a des lois qui sont un peu... On n'est pas obligé de penser que tout a été dit par Dieu. On peut penser que les lois, ils ont été inventées par les hommes, selon la Torah. Ouais, il y a des lois. Vient la Torah et te dit non, même les lois qui sont compréhensibles, un mishpat, c'est pas un chok. Un mishpat, ça a aussi été dit avec quoi? Ça a été dit aussi Missinaï. Et si vous remarquez que, comme je dis la semaine dernière, la Torah, elle a été donnée, elle a attendu 974 générations, plus 26 générations, et après le temps que 26 générations après, la Torah a été donnée. Et depuis, jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'on est aujourd'hui, presque 4000 ans ou 5000 ans après, ouais, 5000 ans après, la Torah n'a pas bougé d'un centimètre. Vous imaginez que la Torah n'a pas bougé d'un centimètre? Pas une loi, pas une seule réforme, rien. La loi, elle est restée loi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que les lois, ils ne bougent pas? Alors la réponse, elle est Ve'ele à Mishpatim. Ve'ele que les Mishpatim, ils ont été dit Missinaï. C'est pas des choses, c'est pas des choses qui ont été dites par des hommes, ok? C'est des choses qui ont été dites par Hachem. Des choses qui ont été dites par Hachem, ça bouge pas. Par exemple, le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina dans la paracha. Il y a écrit que si je viens et je casse la dent à mon copain, ou bien je lui crève les yeux, il y a écrit que Aïn tachat aïn, shen tachat shen. Œil pour œil, dent pour dent. Alors je donne une question maintenant. La Gemara dit dans le Vakama, non, ne crois pas que c'est shen tachat shen, aïn tachat aïn, c'est quoi? Momen, c'est l'argent. Oh, vous avez vu que c'est l'argent, c'est écrit, mon Dieu, c'est écrit œil pour œil, dent pour dent. Ça aussi, c'est les trucs de, tu vois, Mavshat, la Gemara, elle dit non. Aïn, tachat aïn, ne crois pas que c'est œil pour œil, on n'est pas des sauvages, nous.
c'est l'argent, c'est tout de l'argent. Dit le Gaon de Vilna, il dit, regarde, je veux te montrer comment c'est écrit dans la Torah, entre les lettres, comment c'est écrit l'argent. Alors, il dit, écoutez ce qu'il dit le Gaon de Vilna. C'est connu, mais il le dit. Il dit, il y a écrit Aïn Tachat Aïn. Il y a écrit œil sous l'œil. En hébreu, on aurait dû dire Aïn Be'ad Aïn. Œil contre l'œil. D'accord? Comme ça, on apprend le karaté. C'est pas en dessous l'œil. Si tu m'as cassé la dent, je vais pas te faire en dessous la dent. Je vais te faire la dent. D'accord? Alors c'est quoi Aïn Tachat Aïn? Dit le Gaon de Vilna. Pourquoi il y a écrit Aïn en dessous? En dessous, c'est l'argent, ouais? En dessous. Alors, Mavshat, dit le Gaon de Vilna, il dit Aïn Tachat Aïn. Il dit regarde en dessous les lettres. Si tu mets l'alphabet dans les combinaisons et tu mets les lettres selon l'ordre, qu'est-ce qui vient en dessous les lettres? C'est-à-dire qu'est-ce qui vient après les lettres? Après le Aïn, qu'est-ce qui vient? P. Qu'est-ce qui vient après le Yud? Kaf. Qu'est-ce qui vient après le Nun? Samer. Naron? Aïn, c'est Aïn, Yud et Nun Sofi. Naron? Tu entends pas? Le Aïn, comment c'est écrit Aïn? Aïn, Yud, Nun Sofi. Naron? Qu'est-ce qui vient après le Aïn? C'est le P. Qu'est-ce qui vient après le Yud? Le Kaf. Qu'est-ce qui vient après le Nun? Samer. Si tu prends les trois lettres, ça fait Kesef. Il dit le Gaon de Vilna, regarde, Aïn, Tachat Aïn, va voir ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ça? Et en dessous ça, tu vas voir Kesef. Encore un autre truc, C'est beau ça, non? C'est beau. Encore une autre truc du Gaon, regarde, encore un truc en plus dans la paracha. Je n'ai pas fait exprès. Il y a écrit dans la paracha, écoutez bien ce Gaon, magnifique, regarde. Il y a écrit dans la paracha, qui iftar ishbor. Celui qui va ouvrir un bord, un trou. Ok, un trou, on sait que dans le Barakama, 10 fachim. Pour mourir, il faut 10 fachim, ok? On le chalet, 10 fachim. Après, on répond ça. Écoute, 10 fachim. Il y a écrit Ki iftar ishbor, celui qui va ouvrir un bord. Ochi yiche ishbor, ou bien celui qui va creuser, c'est-à-dire que le mec il arrive en marteau-piqueur. Ok? Iftar, c'est ouvrir un couvercle. Yiche, c'est en marteau-piqueur. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est. Il y a écrit Ki iftar, comment on écrit un bord en hébreu? Bet, vav, resh. Alors, quand tu ouvres Ki iftar ishbor, le bord c'est écrit en entier avec un vav. Le deuxième, celui qui creuse, il y a écrit sans vav. Où est le vav? Il y a écrit un bord sans vav. Ah putain. Et la Torah elle te dit, balabor, celui qui a fait le bord, il va payer. Et là, il écrit avec un vav. Pourquoi le bord du milieu, il y a sans vav? Dit le Gaon. Alors bien, la Mechilta, avant, le Gaon de Vilna, il va expliquer, selon la Mechilta, il y a une Mechilta en Vakama d'Avbet à Moudalef, qui ramène dans Tosfot, et Rashi ramène d'ailleurs. La Mechilta donne une question. Qu'est-ce que la Torah, c'était nécessaire pour la Torah de dire une personne qui ouvre un couvercle et qui creuse? Si déjà un type qui a juste ouvert un couvercle, il est chayav. Kol sheken, un type qui est venu en marteau-piqueur. Attends, c'est un chassoul, le type il arrive en marteau-piqueur. Naron? Quelle la première? Répond la Gemara. Non. La Mechilta répond, on parle de deux cas différents. Premier cas, Iftar, c'est un type, il y avait un trou. Le type juste, il a enlevé le bouchon. Donc maintenant, tout le monde tombe. Ok? Il n'a rien fait le type, il a juste enlevé le couvercle. Là, on te dit, tu es chayav. Donc tu as fait un vrai bord, parce que tu as ouvert le couvercle et maintenant, il y a un trou. Le deuxième cas, c'est un autre cas. C'est quoi le cas? Yiché, c'est pas que le type, il arrive en marteau-piqueur. On parle un autre film. C'est quoi le film? Monsieur Michael, il arrive, il fait un trou, mais il fait que 9 tfachim. Et il se barre. Arrive Rudy, il arrive avec le marteau-piqueur, il fait 1. Il a fait que 1 téphar. La Torah dit que c'est le Rudy qui va se prendre, qui a creusé le bord. C'est Rudy qui va se taper la punition. Ça veut dire quoi? Ça donne? Alors il dit le Gaon de Vilna, il dit regardez maintenant comment c'est beau. Le Gaon de Vilna, il dit maintenant je comprends pourquoi il écrit le bord, pas en entier, parce que le premier bord il est écrit en entier, parce que le type il a vraiment, quand il a enlevé le couvercle, il y avait un vrai puits de 10. Mais le deuxième film c'est quoi? Qui ishbor. On ne parle pas qu'un type il a fait 10 fachim nachon, il a fait 9, et le deuxième, Rudy, il a fait pas un bord entier, il a fait un bord sans vav, c'est-à-dire il a fait un bord, il avait que 1. La Torah te dit, balabor. La Torah te dit, Monsieur Rudy, on considère comme même qu'il a fait pas un bord entier, on lui donne la responsabilité comme si qu'il a fait un bord en entier. C'est beau, non?
Regardez comment ça rentre bien. Il y a un bord. Et le Gaon de Vilna, il dit, ouais, c'est écrit, tout ça c'est écrit dans la Torah, c'est mentionné dans la Torah. Juste pour finir, le troisième Malbim, et c'est aussi un Gaon de Vilna, il y a écrit comme ça. Dans la paracha, on parle de deux sortes de Eved. On parle du Eved Knani et Eved Ivri. Eved Ivri, c'est un type, c'est un juif, ou bien Machou Bedin ou Mocher Atzmo, c'est un juif, ou bien parce qu'il a volé, il n'a pas d'argent, donc on l'a vendu, ou bien il s'est vendu lui-même parce qu'il est en déprime. Bref, il travaille pour 6 ans. Après 6 ans, pendant les 6 ans, on a le droit de lui donner une servante Knanite. Elle n'est pas Goya, elle est à moitié convertie, tu vois, elle doit faire les mitzvot. Il lui manque juste la phase de libération pour qu'elle devienne juif. Ouais. Et on lui donne pour qu'il fasse des enfants s'il est déjà marié. Et voilà que après 6 ans, s'il veut vraiment rester, on lui poinçonne l'oreille et il reste jusqu'au Yovel. Et après le Yovel, il se barre, il est obligé. Evel Knani, c'est un Eved Goy que j'ai acheté, je l'ai trempé au mikvé, il fait les mitzvot comme une femme. Et ce Eved-là, il sort même pas, jamais, il sort jamais. La seule façon de sortir, la Torah, elle dit deux cas. Premièrement, première possibilité qui sort, c'est quoi la Torah dit? La Torah dit que si je viens, je lui casse les dents ou je lui crève les yeux, et bien ce serviteur, comme ça la Torah dit, si je lui ai crevé les yeux ou je lui ai cassé les dents, ce serviteur, il devient libre, il devient juif. T'as compris? Un Eved Kenani, pas un Eved Ivri, un Eved Kenani, un Eved qui est... Hein? Oui, parce qu'un Eved Kenani, dès qu'on le libère, il devient juif. Parce qu'il est en mode, il s'est déjà trempé au mikvé, etc., etc. Il lui manque, donc comme je suis obligé de le libérer, donc forcément il devient juif. Il n'a pas de chemin, il ne peut pas faire marche arrière. Donc maintenant, si je lui crever l'œil, tu entends les yeux, je dis, non, je t'ai il y a écrit dans le Baba Kama, que quand, même bien que la Torah a dit que les yeux et les dents, mais c'est pas que les yeux et les dents, c'est même les 24 membres. Je vais casser la jambe aussi. Alors, la question c'est pourquoi la Torah a parlé que de l'œil et de la dent. Alors ça, on avait parlé de ça peut-être, dans Parashat Noach, mais c'est pas grave, on répète. Le Malbim et le Gaon de Vilna, ils disent un truc magnifique. Venons, on fait marche arrière. On regarde l'historique. Comment ils sont devenus serviteurs, ces gens-là? Ben on regarde, Noach, il a 3 enfants. Ouais, Shem, Ham, Veyafet. Ham, c'est le type qui a une relation dans la Teva, avec le corbeau et le chien, il est devenu noir. Tout sa descendance veut dire noir. Et voilà que ce Ham-là, dès que Noir il sort la Teva, Noir il se sout et il était tout nu. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Ham? Il voit son père, ah, c'est rigolo. Vite, il appelle ses 2 frères. Il dit, venez voir papa, il est tout nu. Il a écrit dans la Torah, Vayar, il a vu, Vayaged, il a dit. Vayar, Vayaged. Comment on dit avec des dents? Si on n'a pas de dents, on ne peut pas parler. Tu deviens un type qui parle sans dents, on ne peut pas parler. Donc avec des dents, on arrive à articuler. Pas avoir, ouais. Donc Ham, qu'est-ce qu'il a fait? Vayar, il a vu, Vayaged, il a rapporté. Noach, il lui a dit, parce que tu m'as regardé, tu t'es moqué de moi, tu seras Eved Avadim. Toute ta descendance, ça va être des serviteurs. Il dit le Gaon de Vilna, il dit, c'est quoi la raison que ce monsieur, il est devenu serviteur? Parce que son ancêtre, il a vu et il a dit. Maintenant, si son maître, maintenant, il va venir, il va lui casser les dents, il va lui crever les yeux, donc quelque part, il va faire le tikkun du pourquoi il est devenu serviteur. Donc on lui dit, monsieur, vous êtes libre. T'as entendu? C'est joli, non? Ouais. C'est-à-dire que les maasés, c'est la raison, voilà. Donc on voit, regardez comment dans la paracha, on voit que la raison pourquoi il est devenu serviteur à cause des yeux, à cause des dents. Bien qu'elle ait 24 membres aussi, mais les yeux et les dents, c'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que puisque maintenant il a été metaken, ouais, il a fait son tikkun, on lui dit, monsieur, tu peux rentrer à la maison, ça y est, tu as été metaken, tu peux devenir juif comme tout le monde. Ça c'est ce qu'on voit dans la paracha. Je vais raconter une fois, on raconte sur une kala, il y avait une fois, on raconte sur une, il y avait une fois le Stapler, c'est le père de Raphaël Kanevski. Une fois, d'un coup, il y a 20 types en costard comme ça, costard cravate, ouais, qui montent chez le Stapler. Tout le monde pense que c'est un commando, quoi. Un commando russe qui vient faire un massacre avec des kalash. Et d'un coup, derrière ces costumes, ces monsieur costumés, ouais, en The Couple,
et pour certains en Giorgio Armani. Et ils arrivent, et qui on voit derrière? Qui on voit derrière ces 20 personnes? On voit la Kala, une Kala et un Khatan. Donc à 6 h l'après-midi, tout le monde s'imagine qu'il y a une embrouille, quoi, une grosse embrouille. Un Khatan qui sort de son mariage ou de sa choupa, où ils n'ont pas fait la choupa. Ils ont une question, c'est-à-dire qu'il y a une grosse embrouille. On ne sait pas c'est quoi l'embrouille, mais manienne. On est curieux de savoir. Enfin, moi, je serais curieux. Kitso, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il monte comme ça et la Kala, elle en pleure. Il monte comme ça chez le stapler. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, on a eu un truc. La Kala, elle pleure et dit voilà, j'ai envie d'arrêter tout. Il dit pourquoi? Il dit parce que après la roupa, on a fait Cheder Yichud. On était en mode tout seul. Et voilà qu'il y a une top qui est passée entre nous deux. Comme un rat, comme ça. Et c'est écrit dans l'Agma que c'est un mauvais signe comme ça. C'est pas un bon signe comme ça qu'il y a entre deux. Il a dit donc, c'est pas Stam un jour normal, c'est le jour de mon mariage, le jour un khatan et une kala, dans le Cheder Yichud, ça sent pas bon. Donc moi, s'il faut arrêter là, tant pis les invités qui sont déjà assis en train de manger le poisson, tant pis ce qu'ils vont dire les gens, tant pis, tant pis le guet, tant pis tout, moi j'ai pas envie que ça continue si c'est un mauvais signe. Elle pleurait. Et voilà que le stapler, il écoute. Et tous les gens, quand ils avaient écouté la Kala, ils disaient mais non, tu te fais des films, arrête, regarde ton khatan, qu'on est mignon. Ouais. Et voilà, le stapler, il lui dit ma Kala, tu as raison. Alors, dessus, la Kala, voilà, au moins un qui va dans mon derrière. Il dit tu as raison que c'est pas un bon signe. Mais, sache qu'il y a écrit dans l'Agma, ça c'est écrit dans le Tuva d'Avbet, dans ce ramène, qu'il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une ketouba qui n'a pas d'embrouille. Tu connais les embrouilles des ketouba? Ouais, lui il a donné 100, l'autre il a donné 200, ouais, l'autre il a acheté une belle montre, regarde comment c'est moqué la bague, le petit diamant, on le voit même pas, il faut le prendre à loupe. Ouais, après lui il voulait faire un beau mariage, l'autre elle voulait venir en belle voiture, l'autre il veut jouer sous-marin. Chacun embrouille, tu vois? Donc, chaque ketouba, il y a une embrouille. Vous, pendant la ketouba, tout s'est bien passé. Vous n'avez aucune embrouille. Donc, votre embrouille, c'est que cette top, elle est passée entre vous deux. Mais Bezat Hashem, à Kol Yebseder, vous allez vous marier à Kol Yebseder. Donc, juste pour finir l'histoire. Donc, on voit, regardez, dans la paracha de Mishpatim, on voit comment Shlomo HaMelech, il savait faire le Mishpat, ouais, il savait faire le jugement comme il fallait. La dernière histoire qui s'est passée avec Shlomo HaMelech, c'est pas la dernière, mais après il y a la reine de Saba, c'est que Shlomo HaMelech, il avait besoin maintenant, il veut construire le Beth Amikdash, après 4 ans qu'il a commencé à régner, il veut construire le Beth Amikdash, et voilà qu'il lui faut des employés. Il lui faut des mahmoud. Maintenant en Égypte, il y a des pros, il y a des grands, il y a des sculpteurs, il y a des gens. Donc il envoie au roi de... En lui, c'était le patron. Shlomo HaMelech il était connu presque dans tout le monde. Enfin, il pensait qu'il était connu dans tout le monde. Quand il s'est fait éjecter, il a vu qu'il y avait des gens qui ne le connaissaient pas. Mais bon, Shlomo HaMelech était connu dans tout le monde. Et Shlomo HaMelech, il envoie au roi d'Égypte. Il dit voilà, j'ai besoin d'employés. Le roi d'Égypte, il voulait pas. Il voulait pas. Il était énervé. Alors il a dit, tu sais qu'est-ce que je vais lui faire, ce Shlomo-là? Je vais lui envoyer des gens avec des bras coupés, genre tous avec des bras cassés. C'est-à-dire quoi? Que des gens que je sais qu'ils ont la maladie par exemple, ils sont forts mais ils vont mourir dans l'année. Comme ça, après qu'ils vont mourir, je vais dire à Shlomo, non seulement regarde quand je t'ai occupé de mes employés, tu les as tous tués. Et voilà qu'il les envoie, et Shlomo HaMelech avec son intelligence et sa sagesse, il a compris l'histoire, il avait la névoie. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il a pris des cercueils, ouais, et tous les gens que le roi il les a envoyés, il les a fait repartir avec des cercueils. Et il a écrit un mot au roi. Il a dit, dis-moi, il n'y a pas assez de cercueils, il n'y a pas assez de place pour enterrer en Égypte que tu les as amenés chez moi pour les enterrer. Et là, le roi d'Égypte, il a compris que Shlomo, il avait une intelligence spectaculaire, que Mamash était super grande. Et là, il lui a envoyé des gens, et là, encore, ils sont renforcés, leur amour, etc., etc. Ça, c'est à peu près l'histoire de la paracha et du Nach. On est encore dans Mlachim Bet. Et on finit avec bientôt Shlomo, avec le trône,
la reine de Saba, etc., etc. Chazak Baruch.